Tu étais clairement le plus héritier têtu du manoir du marquis de Zanxi. Mais tu as été emprisonné dans la prison céleste numéro 1 du monde. En une nuit. Celui qui tenait dans sa main ton grand-père et ses 300 000 soldats d'élite a été vaincu et est mort. Et ton père, qui a personnellement mené 100 000 hommes pour résister à la tribu des démons, est tombé dans une embuscade et toute son armée a été anéantie. Et toi, tu as été accusé de meurtre et de vol, et d'avoir épié la princesse pendant son bain, entre autres crimes. Tout cela n'était qu'un énorme complot. L'héritier du marquis de Zanxi, 11e Jingyu, a massacré 30 membres de la famille Lin, libéré un criminel important de Chu de l'Ouest, et épié la grande princesse pendant son bain. Le crime est avéré. Selon les lois du Grand Empire Xia, il devrait être décapité pour l'exemple. Cependant, Sa Majesté actuelle, en considération des mérites exceptionnels de ses ancêtres, a fait preuve de clémence. Il est maintenant emprisonné dans la 48e strate de la prison céleste de Tiancan, sans possibilité de libération avant 3 ans. Tu te souviens des détails de la façon dont tu as été piégé il y a 3 ans? Juste après ta transmigration. Tu ricanes. La vie est comme une pièce de théâtre. Tout dépend du talent d'acteur. Maintenant que les 3 ans sont écoulés, il est temps de changer de joueur. Dans la 48e strate de la prison céleste de Tiancan, tu croises les jambes, les mains derrière la tête, un brin de paille dans la bouche, l'air nonchalant, adossé au mur, sans aucune conscience d'être un prisonnier. Tu fermes les yeux. À l'intérieur de ton dentian flotte un rouleau de livres célestes noirs, couvert de mystérieuses runes. C'est la cause de ta transmigration, mais aussi ta garantie de survie dans ce monde. Tu ne sais pas que dans ce monde, les forts règnent. Tant que tu es assez puissant, tu es la règle. Et toi, avec le livre céleste, c'est comme si tu avais un cheat. Il t'a permis en 3 ans de passer d'un simple mortel au stade avancé du royaume Tuojiang. Bien sûr, comparé à ceux qui deviennent des empereurs invincibles dès leur transmigration, tu ne peux être qualifié que de faible. Mais ne t'inquiète pas. La vengeance d'un gentleman n'est jamais trop tardive. Maintenant que les 3 ans sont écoulés, certains ne vont plus dormir tranquillement. Alors que tu réfléchis, une voix glaciale se fait entendre. 11e Jingyu. Pourquoi as-tu exterminé toute ma famille? Tu lèves les yeux vers la femme au visage glacial devant toi. Le regard complexe. C'est Lin Qimuer, commandante de la division Tiancan, la jeune maîtresse de la famille Lin de la cité de Tianqi. Elle est au pic du royaume Jiazuo, sur le point d'entrer dans le royaume Tuojiang. La famille Lin était immensément riche. Mais, il y a 3 ans, elle a été soudainement massacrée. Et tu as été désigné comme le coupable. Réponds à ma question. Lin Qimuer te fixe d'un regard glacial. Ces 3 dernières années, elle a posé la même question d'innombrables fois. Et toi? Depuis 3 ans, tu donnes toujours la même réponse. Satisfais-moi une fois. Et je te le dirai. En disant cela, tu la regardes avec un air sérieux. Lin Qimuer serre les poings en entendant ça. Ses os craquent. Elle te regarde avec haine. Prend une profonde inspiration et sort une clé de sa manche. Elle ouvre la porte de la cellule. Tu hausses un sourcil. Tu as accepté?
Alors je vais me laver. L'Inkimuer dit. Froidement, Sa Majesté a ordonné ta libération. Tu plisses les yeux, sans être surpris. En sortant de la prison céleste, une lumière blanche éblouissante t'assaille. Tu te protèges instinctivement. Les yeux. Tout est gelé à des milliers de kilomètres. Le vent glacial est mordant. Tu inspires brusquement. Les bras croisés. Frissonnant. Après un moment, tu t'habitues à la lumière et baisses les yeux sur toi-même. Vêtu de haillons. Avec seulement une paire de sandales de paille aux pieds. L'Inkimuer se tient à côté. Une longue épée à la main. Te regardant d'un air glacial. Tu regardes la beauté froide et séduisante de l'Inkimuer et lui tends la main en souriant. Nous avons partagé nos vies pendant 3 ans. Parlé de tout. Même si nous ne sommes pas mari et femme. C'est tout comme. Pourquoi ne pas me suivre au manoir du marquis de Zanxi? Je te promets une vie de luxe. Je te ferai découvrir toutes les merveilles du monde. Clang. Avant même que tu n'aies fini de parler, la longue épée de l'Inkimuer est déjà dégainée. Pointée sur ta gorge. Sa voix tranchante se fait entendre, même si tu es sorti de prison. Cette affaire n'est pas terminée. Tu ferais mieux de ne pas tomber entre mes mains. Tu continues de sourire. Allons. Allons. Je sais que tu ne veux pas me quitter. Ne t'inquiète pas. Après m'avoir ramené, un jour je viendrai te chercher en palanquin à 8 porteurs. À ce moment-là, tu me donneras 180 enfants. PFF. Le visage de l'Inkimuer s'assombrit. D'un coup de son épée, elle te coupe une mèche de cheveux. Elle rengaine son épée. Le visage froid. Dégage. Tu souris. Resserrant tes vêtements. Et regarde au loin en feignant d'être mécontent. Aujourd'hui, ce jeune maître sort de prison. Comment se fait-il que personne du manoir du marquis de Zanxi ne soit venu m'accueillir? Après avoir dit ça, tu n'y prêtes plus attention et t'avances dans la neige. Derrière toi, l'Inkimuer semble hésiter. Comme si elle te cachait quelque chose. Mais finalement, elle ne dit rien. Tu ne t'attendais pas? À peine sortie de prison, à tomber sur cette femme qui t'a abandonné comme une vieille chaussette? Ton ex-fiancé. En ce moment, tu te tiens dans un petit pavillon. La neige qui tombe à gros flocons n'est vraiment pas idéale pour se déplacer. Tu souffles de l'air chaud dans tes mains en les frottant. Tu as l'air incroyablement misérable. Où est l'héritier du manoir du marquis de Zanxi? On dirait plutôt un chien errant. Un mendiant des rues. 11e Jingyu. Une voix surprise retentit. Tu suis la voix du regard et tu vois une femme vêtue d'une longue robe blanche en plume d'oie entrer dans le pavillon. La femme est très belle. Avec une silhouette voluptueuse. Une ceinture de soie à la taille qui souligne ses courbes exquises. C'est Su Muxu, la fille du ministre des rites. Au niveau intermédiaire du royaume Jiazhuo. C'est aussi ton ex-fiancé. Tu ne savais pas qu'il y a 3 ans, après ton emprisonnement, Muxu était venu en personne annuler les fiançailles. Donc vous n'avez plus de lien. Mais à cet instant, elle te regarde d'un air étrange. Après tout, tu es en haillons? Pas très différent d'un mendiant. Mais, même ainsi, ça ne t'empêche pas de la taquiner. Yo. 3 ans sans se voir? Muxu est devenue encore plus belle. Ses courbes généreuses sont vraiment ensorcelantes.
Viens vite que je te regarde de plus près. Et au passage, je te montrerai mon grand trésor. En reconnaissant la personne, tu souris largement. Sans aucune gêne. Su. En entendant cela, affiche immédiatement une expression de dégoût. Pensant. 3 ans de prison et il est toujours aussi arrogant. Sans aucun remords. Tu te fiches de ce qu'elle pense. Et tu dis en souriant, qu'est-ce que tu attends? Viens vite. Que je me réchauffe un peu. Même si nos fiançailles sont rompues, ça ne m'empêche pas de me réchauffer. Ne me regarde pas comme ça. Même si je suis sale maintenant. Une fois lavé. Je suis un noble et beau jeune homme. Su te regarde froidement. Le mépris dans ses yeux encore plus visible. Voyant cela, tu soupires. En prison, j'ai entendu un sage dire que quand on aime quelqu'un, il faut regarder sa poitrine et ses jambes. Parce que dans ses yeux, il n'y a peut-être pas de place pour toi, mais dans les tiens, il doit y avoir de la place pour sa poitrine et ses jambes. En entendant cela, le visage de Su s'assombrit. Elle te fusille du regard. 11e Jingyu. Si tu oses encore être insolent, je te castre. Tu dis d'un air sombre, avant de me castrer. Pourrais-tu me laisser toucher tes jambes? J'ai froid. Je veux sentir la chaleur de Muxu. Su est abasourdi. La colère monte en elle. Tu aimes la voir énervée mais impuissante contre toi. À ce moment, Muxu. Une voix douce se fait entendre. Un homme. Beau comme le jade. Vêtu d'une pelisse de vison noire. S'approche sous un parapluie en papier huilé. Il regarde Su avec douceur. Mais en te voyant, son regard se glace. Tu regardes les deux et dis d'un air navré. Pas étonnant que tu aies voulu rompre nos fiançailles. C'est donc avec lui que tu t'es mise. Tu as vraiment mauvais goût. En quoi ce type est-il meilleur que moi? C'est le fils du marquis de Wuhan. Xiao. Un prodige célèbre de la cité de Tianqi. Brillant. Expert en arts martiaux. Il a atteint le pic du royaume Jiazhuo très jeune. C'est quelqu'un. 11e. Jingyu. Qu'est-ce que tu racontes? Su serre les poings. Le regard. Furieux. Tu baisses la tête et continues. L'air dépité, quand vous vous marierez. N'oubliez pas de m'inviter pour perturber votre nuit de noces. Je vous montrerai mon grand trésor. Soudain. Boum. Le pilier du pavillon se brise. Xiao se te regarde froidement. 11e Jingyu. Surveille tes paroles. Sinon ne me reproche pas d'être impoli. Quoi? Tu veux te battre? Crois-le ou non. Demain j'amènerai des hommes pour démolir ton manoir du marquis de Wuhan. Tu le regardes sans aucune crainte. Juste toi. Le ton de Xiao se est sinistre. Son regard moqueur. Voyant cela, Su dit aussitôt à Xiao se laisse tomber. Ça ne vaut pas la peine de se disputer avec ce type. Xiao se te jette un regard indifférent. Pour faire plaisir à Muxu, je ne vais pas m'en prendre à toi cette fois. Mais il vaut mieux qu'il n'y ait pas de prochaine fois. La prochaine fois, je te ferai voir. Tu n'as pas du tout pris ces paroles au sérieux. Au lieu de grandes phrases, une bonne bagarre serait plus satisfaisante. Allez. Partez.
Tu regardes leur dos s'éloigner et dis. Quel dommage. Devant le manoir du marquis de Zanxi. Tu regardes là. Porte déserte et te dis, je sens que quelque chose ne va pas. Allez. Allez. D'où vient ce mendiant? C'est le manoir du marquis de Zanxi. Ne viens pas souiller cet endroit. Dégage vite. En entendant ça, ton visage s'assombrit et tu donnes une grosse baffe au garde. Comment oses-tu me frapper? Espèce de mendiant. Tu ne veux plus vivre? Le garde se tient la joue, te fixant avec colère. Tu dis froidement, espèce de chien aveugle. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde bien qui je suis. Mais à ta grande surprise, même après l'avoir reconnu, le garde reste arrogant. Il t'interpelle directement par ton nom. 11e Jingyu. Merde. Un simple serviteur ose m'appeler par mon nom. Tu te mets en colère et lui donnes un coup de pied puissant. Le cri du garde attire immédiatement d'autres personnes. En un instant, un groupe de soldats en armure se précipite. Le chef d'équipe est un général d'âge mûr. Que se passe-t-il? Demande le général. Shen Sheng. Tu entres dans le manoir du marquis de Zanxi en sandales de paille? D'un pas assuré, balayant du regard les personnes présente et dit froidement. Ce jeune maître est là. Ne venez-vous pas m'accueillir? Le général d'âge mûr est surpris un instant. Ses yeux s'illuminent. En te reconnaissant. Après une légère hésitation, il s'avance et dit, il s'avère que c'est le jeune maître qui est de retour. Ce serviteur a été aveugle. Je le punirai sévèrement. J'espère que le jeune maître me pardonnera. Jeune maître? Quel jeune maître? Ce n'est qu'un mendiant. Avant que tu ne puisses parler, une voix sinistre retentit. Un homme en robe bleue, au visage déterminé, s'approche. Salutations. Deuxième jeune maître. Le général d'âge mûr et les autres, en voyant l'homme, s'incline rapidement. Un air de fierté apparaît dans les yeux de l'homme. Il te jette un coup d'œil. 11e. Jingyu. Tu vois? C'est moi le maître ici. Tu fixes froidement l'homme. Devant toi. 11e Wuji. Le deuxième fils de ton deuxième oncle? Ton cousin. Tu ne t'attendais pas à ce qu'après 3 ans de prison, ta maison ait été volée. Le grand héritier, en rentrant chez lui, doit subir le regard des autres. Il semble que les problèmes à la maison soient importants. Tu réfléchis. Effectivement. Je vais te dire quelque chose. Le vieil homme et ton père sont morts peu de temps après ton emprisonnement. L'actuel marquis de Zanxi, c'est mon père. Mon frère aîné devrait être l'héritier du manoir du marquis. Quant à toi, 11e Jingyu, tu n'es qu'un chien errant. En entendant cela, tu hausses un sourcil. Mort? Tu as transmigré et n'as pas profité d'un seul jour de belle vie avant d'être emprisonné. Maintenant que tu es enfin sorti, ton père et ton grand-père sont morts. C'est quoi ce scénario? Tu regardes 11e Wuji devant toi, avec son air de parvenu, et il dit, l'actuel manoir du marquis de Zanxi est sous le contrôle de mon père. Toi, 11e Jingyu, un criminel. Tu n'as pas le droit de mettre les pieds au manoir du marquis de Zanxi. Dégage. En l'entendant finir ses conneries,
Tu te mets à rire. Tu enlèves ta sandale de paille. Et la lui jettes directement au visage. 11e Ouija est projeté à 2 ou 3 mètres. Le nez et la bouche en sang. Ah! Un cri de cochon qu'on égorge retentit. Vous restez là à ne rien faire? Ne l'arrêtez-vous pas? Le rugissement de 11e Ouija se fait entendre. Toi! Tu as un sourire sinistre. Tu saisis soudainement le sabre d'un soldat à côté de toi. Te précipite vers 11e Ouija. Lui met un pied sur la poitrine et pointe le sabre sur sa gorge. Cette scène soudaine a pris tout le monde de court. Jeune maître. Non. Le général d'âge mûr réagit. Son visage change radicalement. Il s'apprête à s'avancer mais se rend compte qu'il ne peut plus bouger. 11e Jingyu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu regardes. 11e Ouija. Effrayé et terrifié. Et tu ricanes, un parvenu qui se croit tout permis. Irrespectueux envers ses aînés. Un bon à rien qui gaspille le riz. Tu ferais mieux de mourir. Sur ce, tu lui donnes plusieurs coups de pied au visage. Des cris perçants résonnent dans tout le manoir. Va mourir. Imbécile. Sur ces mots, la lame de ton sabre entaille lentement le cou de 11e Ouija. Un filet de sang s'écoule. Non. Non. Ne me tue pas. 11e Ouija est terrifié. Tout son corps tremble. Il est à 2 doigts de suriner dessus. À ce moment, jeune maître. Ça suffit. Un vieil homme aux cheveux blancs s'approche les mains derrière le dos. Il jette un regard indifférent au général d'âge mûr. Et la pression sur ce dernier se dissipe. Le front du général est couvert de sueur froide. Il s'incline précipitamment devant le vieil homme et dit « Salutations. Fubo. Fubo. 1. Voyant Fubo. Tu jettes le sabre et dis en souriant. Je dois bien sûr accorder ma faveur à Fubo. Mais je viens de sortir de prison. Puis-je aller prendre un bain et changer de vêtements? Sinon, les gens me prendront toujours pour un mendiant. Bang. Sur ce, tu envoies 11e Ouija valser d'un coup de pied. Fubo hoche légèrement la tête. Veuillez me suivre. Fubo jette un regard froid à la foule. Puis t'emmène. Après ton départ, les gens poussent un soupir de soulagement. Et se précipitent pour aider 11e Ouija. Son état est pitoyable. Mais il n'oublie pas de dire froidement, Fubo. Vieil homme. Le visage de 11e Ouija est extrêmement laid. Il serre les poings. Une lueur de haine dans les yeux. 11e Jingyu. Attends voir. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Pendant ce temps, tu as déjà suivi Fubo jusqu'à un pavillon. À l'intérieur, avec l'aide d'une servante, tu te laves, te rases la barbe et enfiles une élégante robe blanche. Tu regardes ton reflet de jeune homme élégant dans le miroir en bronze. Et tu es très satisfait. Heureusement, 3 ans de prison n'ont pas effacé ma beauté. Frère. Le jeune maître est si narcissique. La servante qui s'occupe de toi sourit. C'est une jeune fille que Fubo a recueillie. Elle a grandi à tes côtés. Fubo est un ancien du manoir du marquis de Zangxi. Un subordonné de ton grand-père? Très compétent. C'est aussi pour cela que 11e Ouija n'ose pas trop en faire. Qu'est-ce que tu y connais? Ce jeune maître a de quoi être fier. Un air de fierté apparaît sur ton visage. À ce moment, Fubo entre avec de la nourriture et s'incline devant toi. Salutations. Jeune maître.
Tu regardes Fubo. Fubo. J'ai été en prison pendant 3 ans. Il semble que beaucoup de choses se soient passées. Raconte-moi. Fubo reste silencieux une seconde. Puis te rapporte tout. Peu de temps après ton emprisonnement, le vieux marquis a perdu une bataille et est mort. Mais peu de temps après, la tribu des démons a attaqué. Ton père a mené 100 000 hommes pour les repousser, mais est tombé dans une embuscade. Finalement, toute l'armée a été anéantie, sans laisser de traces. Ensuite, ton deuxième oncle a usurpé la place, prenant le titre de marquis de Zanxi. C'est pourquoi, à ton retour, même les gardes ont osé t'appeler par ton nom. Après tout, aux yeux de tous, tu es synonyme de débauché et de bon à rien. Après avoir écouté le rapport de Fubo, tu réfléchis rapidement. Il semble que si je suis encore en vie, c'est grâce à l'image de bon à rien et de débauché de mon prédécesseur, qui est profondément ancré dans les esprits. Alors que tu réfléchis, Fubo reprend la parole. Le troisième maître a donné des instructions. C'est pourquoi on ne vous a rien dit en prison. C'est donc ça. Tu comprends. Maintenant. Mon deuxième oncle a toujours été en désaccord avec mon père. J'ai entendu dire qu'à l'époque, pour rivaliser avec mon père pour le titre de marquis, il a utilisé de nombreuses méthodes méprisables. Cette fois, il a de nouveau occupé le poste de marquis. Mes jours ne seront probablement pas faciles. Tu souris. Légèrement. Mon grand-père est mort. Mon père est mort. Ce jeune maître est vraiment pitoyable. Fubo dit, après avoir pris le titre de marquis. Votre deuxième oncle a remplacé beaucoup de gens dans le manoir. Vos jours ne seront en effet pas faciles. Mais vous êtes le jeune maître. Le véritable maître du manoir du marquis de Zanxi. Le futur marquis de Zanxi. En entendant cela, tu as une idée. Ce 11e. Kangxuan n'est que marquis de Zanxi par intérim. Ton père est mort au combat. Toi, en tant qu'héritier, tu peux naturellement devenir le nouveau marquis de Zanxi. Cependant, le succès de cette affaire dépend de ta propre valeur. L'actuel manoir du marquis de Zanxi est plein de dangers. Le pouvoir est entre les mains de 11e Kangxuan. Ton retour n'est pas forcément une bonne chose. Mais le futur marquis de Zanxi. Le territoire que mon grand-père et mon père ont conquis pour moi. Comment pourrais-je le céder? Tu ricanes. Il semble que les choses soient plus intéressantes que tu ne le pensais. Tu demandes, est-ce que le vieil homme et mon père m'ont laissé un message? Fubo réfléchit. Il a probablement dit quelque chose au troisième maître. Il faudra aller voir le troisième maître pour ça. D'accord. Tu hoches légèrement la tête. Après avoir bien mangé et dormi jusqu'à ton réveil naturel, tu vas tranquillement trouver ton mystérieux troisième oncle. Selon les souvenirs de l'original, ce troisième oncle semble assez fort et très mystérieux. Personne ne peut le percer à jour. Tu regardes cette vieille maison. Sur la plaque, les 4 grands caractères « La vie est comme un rêve » sont écrits d'une écriture brouillonne mais vigoureuse, avec un charme divin, très inhabituel. Tu pousses la porte de la vieille maison et entres d'un pas assuré. La cour est pavée de dalles de pierre, couverte de neige. Sur un banc dans la cour est allongé un homme d'âge mûr en robe blanche. Il a les yeux mi-clos, l'air ivre, une gourde de vin à la main. Sur la table à côté,
De nombreuses autres bouteilles sont disposées. À première vue, c'est un ivrogne invétéré. Troisième oncle. Tu ramasses une poignée de neige par terre? En fait une boule et la lui lance. Cependant, avant même que la boule de neige ne s'approche de l'homme d'âge mûr, elle est désintégrée par une force mystérieuse. L'homme ouvre les yeux et manque de tomber par terre. Il te regarde fixement. Sale gosse. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens demander un peu de vin à mon troisième oncle. Tu dis avec un sourire effronté. Tu regardes l'homme d'âge mûr devant toi. 11e bian. Ton troisième oncle. Tu ne peux vraiment pas voir sa véritable cultivation. Tu sais que la force d'une telle personne est extrêmement terrifiante. Tu veux boire? 11e bian te regarde d'un air étrange. Puis d'un geste de la main. Une gourde de vin vole vers toi. Voilà. Tu as ton vin. Rentre chez toi. Ne me dérange pas. Tu attrapes la gourde? Souris légèrement et dis, en plus de vouloir boire, je veux aussi demander une technique à mon troisième oncle. Est-ce que j'ai bien entendu? Tu veux une technique? Il te regarde, plein de surprise. Et tes paroles suivantes le rendent encore plus étonné. L'épée des 7 massacres divins est fantomatique. Tu ne tournes pas autour du pot et vas droit au but. Tu possèdes déjà le livre céleste. 1. Shit. Ainsi que le Sutra du Nirvana et le livre de la réparation du ciel. Mais ce n'est pas suffisant. Tu as besoin d'une technique d'épée encore plus puissante. L'épée des 7 massacres divins et fantomatique est la plus adaptée. Mais tu sais que ton oncle ivrogne n'est pas aussi dissolu qu'il en a l'air. Il est encore plus insondable. Avec l'ancienne personnalité têtue de l'original. Pour prendre complètement le contrôle du manoir du marquis de Zanxi, tu auras besoin de l'aide de ce troisième oncle. 11e bian sourit. Gamin. Si tu te lançais sur la voie des arts martiaux, et que tu voulais apprendre l'épée des 7 massacres divins et fantomatiques, je pourrais bien sûr te l'enseigner. Dommage que tu sais ce qu'il veut dire. Avant qu'il ne finisse, tu tapes du pied et la neige et la glace au sol jaillissent, se condensant instantanément en plus d'une centaine d'épées de cristal de glace. D'un geste de la main. Chaud. 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 Les centaines d'épées de cristal de glace jaillissent en un instant, fonçant sur 11e bian. 11e bian. En voyant cela, montre une pointe de surprise dans ses yeux. Il lance sa gourde de vin et les centaines d'épées de cristal de glace sont brisées. Mais tu ne t'arrêtes pas là. D'un pas, tu t'élances dans les airs. Tu pinces 2 doigts. Et la neige et la glace dans le ciel se transforment en une épée géante de glace. Tranche. Tu prononces un mot. Et l'épée géante de glace s'abat sur 11e bian. 11e bian montre un regain d'intérêt. Il n'esquive pas. Il tend simplement la main. Au moment où l'épée de cristal géante s'abat, ses 2 doigts pincent la lame et la repoussent d'une pichenette. Boum. L'épée géante de glace explose en une pluie de flocons de neige. Tu atterris sur le toit et dis en riant. Troisième oncle. Es-tu maintenant disposé à me transmettre l'épée des 7 massacres divins et fantomatiques? 11e bian t'observe attentivement. À en juger par la puissance de cette épée, tu devrais avoir atteint le stade avancé du royaume Tuojiang. Mais je ne peux pas voir à travers ta cultivation. À cet instant, il est intérieurement choqué. Gamin,
N'étais-tu pas un bon à rien? Comment? As-tu autant changé en 3 ans de prison? Cependant, il ne sait pas que tu as complètement changé. Tu n'as pas nié ses paroles. Tu as simplement dit nonchalamment que tu avais rencontré un expert en prison. Il ne sait pas que tout cela est dû au livre céleste. Cacher sa cultivation. Pour le livre céleste, c'est un jeu d'enfant. En regardant l'expression de 11e bian, tu sens que tu as atteint l'effet désiré. Effectivement. L'instant d'après, 11e bian tend la main. Et un rouleau s'envole du pavillon. Je te donne la technique. Ce que tu peux en apprendre dépend entièrement de tes propres capacités. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux me demander. Tu ne perds pas de temps. Tu prends le rouleau et l'ouvres. Le lisant attentivement. 10 lignes d'un seul coup d'œil. Là. 10 épées des 7 massacres divins et fantomatiques se composent de 7 épées, qui peuvent évoluer en des milliers de formes. Les 7 massacres sont 7 techniques d'épée. Mais cette voie de l'épée est unique au monde. Elle contient des techniques de déplacement, de contrôle d'épée, de formation d'épée et de méthodes de DAO, mystérieuses et insondables. Les 3 dernières sont les plus terrifiantes. La 5e, dompter les démons, a une puissance de combat explosive. L'épée peut également être instantanément renforcée. La 6e, invoquer la tribulation, peut, avec l'intention de l'épée, attirer les milliers de foudres du ciel et de la terre. Et la 7e consiste à transformer la foudre en épée, capable d'invoquer la puissance du tonnerre céleste pour une explosion instantanée. Une frappe mortelle absolue. Tu es assis sur le toit, lisant attentivement. À ce moment, le livre céleste dans ton corps vibre, analysant rapidement cette technique d'épée. 11e bian est adossé à l'avant-toi, continuant à boire. Mais il est perplexe. Comment se fait-il que ce gamin, testé comme un bon à rien auparavant, soit soudainement devenu si fort? Que s'est-il passé pendant ces 3 ans de prison? Il veut voir ce que tu peux accomplir en peu de temps après avoir obtenu la technique. À son avis, si quelqu'un obtient soudainement une opportunité, même si sa cultivation augmente brusquement, ce n'est pas forcément extraordinaire. Après tout, il y a de nombreux trésors et pilules dans le monde. Certaines personnes peuvent s'envoler vers le ciel avec une seule pilule. Mais ce ne sont que des forces extérieures. La clé réside dans sa propre compréhension. Cependant, 1 heure plus tard, tu le choques complètement. Tu te lèves soudainement. Au moment où tu fermes le rouleau, une lueur d'épée acérée brille dans tes yeux. Une intention d'épée invisible jaillit de ton corps. La neige sur le toit tremble et tombe. Les tuiles se fissurent. Puis tu lèves la main. Et une longue épée noire vole vers toi. Tu l'attrapes, te déplaces, et l'épée sort de son fourreau. Un visage de démon au croc vert apparaît soudainement. Sur la lame, les 2 mots Zangua sont gravés. Tu ne sais pas que cette épée n'est pas une arme ordinaire, mais une arme spirituelle que les cultivateurs rêvent d'avoir. Boum! Une puissante énergie d'épée noire éclate. Le pavillon se brise en 2. La fissure est nette. Il s'effondre. La première épée est maîtrisée. 11e bian est choqué. Ce qui attise encore plus son intérêt.
Dégainée et tuée en un instant. C'est la première épée des 7 massacres divins et fantomatiques. Il tend la main nonchalamment. Et une force puissante émane de lui, condensant la neige en plus de 10 statues de glace. En un clin d'œil, les statues de glace, telles des fantômes, se ruent sur toi pour te tuer. Frappe de l'ombre. Tu n'as pas peur. Sur ces mots, tu te précipites vers les statues de glace, ton corps se transformant en plus de 10 images rémanentes. Ton épée danse, traversant les statues de glace. Boum. Avec un grand bruit, toutes les statues de glace sont réduites en poussière. 11e bian est stupéfait. Même la 2e épée est maîtrisée. Sous ses yeux, en si peu de temps, tu as maîtrisé une telle technique d'épée. Cette compréhension est bien supérieure à la sienne à l'époque. Avec le 3e style, boum. Les pavillons environnants sont touchés par l'énergie de l'épée. Les tuiles et la neige volent partout. 11e bian. Voyant cela, se concentre. D'une pichenette, 9 des 10 longues épées sont dispersées. L'épée noire retourne dans son fourreau. Il te regarde, l'air excité. Dis-moi honnêtement, gamin, jusqu'à quelle épée as-tu compris? Jusqu'à la 3e. Tu réponds calmement. En réalité, tu as complètement maîtrisé les 7 techniques d'épée. C'est la puissance du livre céleste. Mais tu ne veux pas révéler ta force si vite. Ne rien montrer, puis surprendre tout le monde. Gamin, tu n'es pas mal, dit 11e bian avec émotion. Cette épée est un peu lourde. On dirait une arme spirituelle. Tu caresses doucement l'épée Zangua et parles nonchalamment. 11e bian lève les yeux au ciel et dit, je te la donne. Merci. 3e oncle. En entendant cela, ton cœur se réjouit. Ton sourire est très large. Le 3e oncle est vraiment gentil. Il aime juste boire, fréquenter les maisons closes et être un mauvais payeur. Au point qu'à presque 40 ans, il n'a toujours pas de femme. 11e bian réfléchit un instant, puis sort de sa manche une bague noire et te la jette. Prends ça aussi. Une bague de stockage. Tu attrapes la bague. L'air surpris. Une surprise inattendue. Gamin, tu es venu ici pour me demander autre chose? La démonstration est terminée. L'extorsion aussi. Il est temps de passer au sujet principal. Tu restes silencieux une seconde et demandes, le vieil homme est. Mon père ont-ils laissé un message? Le vieil homme n'a rien laissé. Mais ton père a dit de bien vivre? Répondit 11e bian calmement. Leur mort n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. N'est-ce pas? Tu regardes fixement 11e bian. Va trouver la réponse toi-même. Mais je te conseille de régler d'abord le gâchis d'il y a 3 ans. Compris. Tu hoches légèrement la tête. 11e bian réfléchit un instant et ajoute, je pensais que tu aurais beaucoup de problèmes en sortant de prison. Alors je t'ai trouvé un poste à la division Tiancan. Si ça t'intéresse, va voir demain. Incroyable. Tu souris en entendant ça. La division Tiancan. Ça ne semble pas mal. C'est l'endroit où tu as vécu pendant 3 ans. Et il y a une beauté froide qui t'y attend. Maintenant, tes affaires sont nombreuses. Tu as été piégé il y a 3 ans. Et à peine
Sortie. Ta maison a été volée. Et les 2 personnes au-dessus de toi sont mortes. Avec le statut de la division Tiancan, certaines choses seront en effet plus simples à faire. Ayant un plan en tête, je ne dirai à personne ce qui s'est passé ce soir. Rentre chez toi. Avec ta force actuelle. Dans le manoir du marquis de Zhangxi. Personne ne t'intimidera. 11e bienfait. Un geste de la main. La prochaine fois. Reviens boire un verre avec ton 3e oncle. Tu salues. Rends le rouleau à 11e bien et t'en vas. Après avoir pris le rouleau. 11e bien le réduit en poussière et murmure, le manoir du marquis de Zhangxi a enfin un jeune homme qui en vaut la peine. C'est prometteur. La nuit. Les lumières de la ville s'allument. La neige tombe à gros flocons. Les maisons closes et les tavernes des 2 côtés de la rue sont animées, remplies de chants et de musique. Tu marches dans la rue, jouant avec un éventail, l'air nonchalant. Mais ton regard se pose sur une maison close nommée Pavillon Yuansha. Un sourire se dessine sur ton visage et tu te diriges d'un pas assuré vers cette maison close. À l'intérieur du pavillon Yuansha, les lumières sont vives. De belles femmes dansent. Des musiciens jouent. L'ambiance est festive. Au 2e étage, dans un salon privé, tu commandes une cruche de vin, quelques plats et une beauté à la silhouette voluptueuse. Vêtue d'une robe blanche pour te servir. Tu tiens ton éventail, nonchalamment adossé à ton siège, et demande comme si de rien n'était, Baeksu. La courtisane la plus célèbre du pavillon Yuansha. Mademoiselle Yin. Baeksu sourit gentiment. Après que le jeune maître soit entré en prison, Mademoiselle Yin a mystérieusement disparu peu de temps après. La courtisane actuelle n'est pas Yin, mais Mei Sheng. C'est donc ça. Tu as l'air d'avoir compris. Tu ne poses pas plus de questions? Continuant à savourer les fruits que la belle te porte à la bouche. Et à déguster le bon vin. La vie est douce et agréable. Mais bientôt, l'arrivée d'un groupe de personnes vient troubler cette belle atmosphère. En bas, un groupe d'officiers de la division Tiancan fait irruption, se divisant en 2 rangées. L'Inqimuer, dans une robe de 4 couleurs, l'air froid, une longue épée à la main, avance au milieu. Son arrivée éclipse instantanément toutes les filles du pavillon Yuansha. En un instant, le bruit cesse. Les gens dans le bâtiment regardent avec méfiance la division Tiancan. Une vieille maquerelle est surprise et s'avance précipitamment. L'Inqimuer lui dit quelque chose, puis fait un signe de la main. Les officiers bloquent immédiatement les sorties, tandis qu'elle monte à l'étage avec 2 officiers. Il semble qu'il y ait eu un meurtre dans votre pavillon Yuansha. Tu parles lentement. La division Tiancan est une importante agence d'application de la loi du Grand Xia, responsable de la surveillance des fonctionnaires et de la résolution de diverses affaires. Mais quand la division Tiancan intervient personnellement, c'est généralement pour un meurtre important. Baeksu n'est pas du tout surprise et te murmure à l'oreille, notre sœur Qiangxiang a été assassinée il y a une demi-heure. Tu comprends. Pour les gens des maisons closes, la vie ne vaut rien. Même si quelqu'un meurt, cela n'affecte pas le fonctionnement normal de l'établissement. Il suffit d'étouffer l'affaire et de signaler discrètement. Ce genre de choses est très courant au pavillon Yuansha. Mais normalement, ce sont des agents de police ordinaires qui viennent résoudre ces affaires. Mais que l'Inqimuer
En tant que commandante adjointe, vienne en personne, signifie que ce meurtre n'est pas simple. Alors que tu réfléchis. 11e Jingyu. Une voix haineuse se fait entendre. Tu te retournes et vois le beau visage glacial de l'Inkimuer, ainsi que son regard dégoûté. Elle pensait qu'en retournant au manoir du marquis de Zanxi, tes jours seraient difficiles. Mais il semble qu'elle se soit trompée. Tu mènes la belle vie. PFFT. Tu ouvres ton éventail et dis avec un sourire effronté, Kimuer ? On se revoit. Le destin nous unit. Viens vite. Dans mes bras. En entendant cela, le visage de l'Inkimuer s'assombrit encore plus. Elle te jette un regard glacial, puis emmène ses hommes vers une pièce. Je vais jeter un œil. Tu te lèves, t'étires et entres aussi dans la pièce. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? L'Inkimuer te voit et fronce les sourcils. Les deux officiers te regardent froidement. Tu fais comme si tu ne les voyais pas, agitant doucement ton éventail. J'ai un peu sommeil. Je cherche une pièce pour dormir. Un problème ? Dormir comme elle. Allongé ? Dit froidement l'Inkimuer. Son regard se pose sur la femme allongée par terre. À en juger par son apparence, elle est déjà morte, sans aucun signe de vie. Pas nécessairement. Je préfère m'allonger avec Kimuer. Mais quand la division Tiancan enquête, il faut bien que quelqu'un surveille. Sinon, si quelqu'un néglige son devoir et cause de nombreuses erreurs judiciaires, ce ne serait pas bien. Tu dis. D'un air détaché. Ah. L'Inkimuer ricane, sachant que tu la critiques de manière sarcastique. Elle ne s'occupe plus de toi et se tourne vers la vieille maquerelle. Donnez-moi les informations sur la victime. La vieille maquerelle dit rapidement, c'est notre Qiangxiang. Elle est douée pour jouer du qin. Elle vend son art. Pas son corps. Elle avait une bonne relation avec un pauvre lettré du nom de Wu. Cette fois, elle a vu ce pauvre lettré. Et de façon inattendue, elle a été tuée. Maintenant, ce lettré a été maîtrisé par les gardes du pavillon. L'Inkimuer regarde autour d'elle, puis examine le corps de la victime. Toi, tu observes la pièce. Il y a une table avec des restes de nourriture. De l'autre côté, il y a un grand lit. Tu fronces les sourcils et renifles légèrement. Il y a deux parfums subtils dans la pièce. L'un d'eux ne t'est pas inconnu. Une silhouette exquise apparaît dans ton esprit. Puis ton regard se pose sur une plante blanche comme neige. Ensuite, il se pose sur le corps de la victime. Tu vois une fine marque rouge sur le cou de la victime. Comme une strangulation. Son visage porte des marques de gifles. Ses cheveux sont en désordre. Dans sa poitrine, une épingle à cheveux en or est plantée. L'Inkimuer examiné. Dit, la marque sur son cou est trop vive pour avoir été faite à la main. Elle a dû être laissée par une sorte de fil. Puis, pensant à quelque chose, une corde de qin. Il manque un qin dans cette pièce. Puisque Qiangxiang était doué pour jouer du qin, il devrait y en avoir un. Mais elle n'en voit pas. La vieille maquerelle dit rapidement, quand ce lettré a quitté la pièce. Il tenait justement le qin de Qiangxiang. Allez me chercher ce lettré du nom de Wu. L'Inkimuer ordonne à la vieille maquerelle. La vieille maquerelle part rapidement. Commandant l'un. Cette marque de strangulation est évidente.
Mais pas mortelle. La blessure mortelle devrait être l'épingle dans sa poitrine, dit un officier à l'Inkimuer. L'Inkimuer dit calmement, je peux vous dire directement que ce n'est pas cette épingle qui a causé sa mort. 1. L'officier est stupéfait. Plein d'interrogations. Tu lui lances un regard approbateur et fait semblant de ne pas comprendre non plus, l'écoutant analyser la situation. Finalement, tu dis, Kimuer, tu es incroyable. Digne de la femme que ce jeune maître a choisie. Pendant ce temps, les deux autres officiers sont pleins d'admiration pour l'Inkimuer. L'Inkimuer t'ignore complètement. Un instant plus tard, le lettré-wu est amené. Il a bien un kin, dont une corde est détendue. Le lettré-wu a le visage livide et dit d'un air affligé. C'est moi qui ai tué Qianxiang. C'est donc toi. Qianxiang était si bonne avec toi. Et tu lui as fait ça. Espèce de monstre. Dit la vieille maquerelle avec colère. Tu fixes le lettré-wu. Ce lettré dégage aussi une odeur particulière, similaire à celle de la pièce. L'Inkimuer dit, puisque tu dis que c'est toi qui l'as tué. Quel était ton mobile? Le lettré-wu dit d'une voix affligée. J'ai toujours aimé Qianxiang. Et elle m'aimait aussi. Nous avions convenu de nous enfuir ensemble. J'ai fait tout mon possible pour réunir l'argent. Cette fois, je suis venu au pavillon Huangsha pour la racheter. Mais elle a refusé. J'ai senti qu'elle avait trahi notre serment. Alors, je me suis disputé avec elle et je l'ai tuée accidentellement. La vieille maquerelle ajoute, en effet, nous avons trouvé 1000 taels de billets sûrs. Ouh. En disant cela, elle tend 2 billets de 500 taels à l'Inkimuer. L'Inkimuer les prend. Regarde la vieille maquerelle et demande. Combien coûte le rachat? Le prix de Qianxiang est de 500 taels. Répond la vieille maquerelle. L'Inkimuer fixe de nouveau le lettré-wu et dit d'un ton neutre, pendant que tu tuais Qianxiang? Quelqu'un a-t-il vu? Non. Dit le lettré-wu en baissant la tête. Tu mens. Dit soudainement l'Inkimuer d'une voix froide. Elle montre la table dans la pièce. Il y a 5 chaises et 5 paires de baguettes. Même en supposant une chaise et une paire de baguettes pour Qianxiang et toi. Alors les 3 autres chaises et paires de baguettes? C'est pour qui? Quand l'Inkimuer dit ça, le corps du lettré-wu tremble. L'Inkimuer le regarde froidement et continue, dis-moi. Qui sont les 3 autres? Le lettré-wu baisse la tête, l'air terrifié, mais ne dit pas un mot. Voyant cela, l'Inkimuer se tourne vers la vieille maquerelle et demande froidement, avant cela, Qianxiang a-t-elle reçu d'autres clients? La vieille maquerelle dit rapidement, non. Qianxiang vend son art, pas son corps. Le mois dernier, la personne qu'elle a le plus fréquentée était le lettré-wu. Sinon, elle ne reçoit généralement pas de clients dans sa chambre. Elle reste habituellement à l'extérieur. Les yeux de l'Inkimuer sont sans expression. Elle regarde le lettré-wu et dit, une autre question. Quand tu étais dans le pavillon avec Qianxiang, avez-vous fait autre chose? Le lettré-wu dit sombrement, nous avons bu. Parlé de la vie du lettré. Puis nous nous sommes disputés et je l'ai tué accidentellement. C'est tout ce qui s'est passé dans la pièce? C'est ça? L'Inkimuer montre la ceinture de Qianxiang. Et ricane, en entrant au pavillon Huangsha. J'ai observé les ceintures de nombreuses femmes. Elles sont toutes nouées en papillon. Mais la ceinture de Qianxiang est un homme mort en désordre.
Cela signifie que sa ceinture a été nouée à la hâte. Le Lettréou serre les lèvres et les poings, sans dire un mot. L'Inkimuer continue, je suppose que lorsque Qianxiang a été tuée, elle était déshabillée. Plus tard, sa ceinture a été nouée à la hâte. Et tu étais sur les lieux à ce moment-là? Tu as tout vu. Ou alors, tu es juste apparu dans la pièce. À part toi et Qianxiang, il y avait 3 autres personnes. Toi et ces 3 personnes êtes tous des suspects potentiels. J'ai vérifié tes mains. Il n'y a aucune trace de sang. Mais ce qui est surprenant, c'est que le Lettréou répond immédiatement, mais ça ne prouve pas que je ne l'ai pas tué. Mes mains n'ont pas de sang. Mais ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas tué. On dirait qu'il se précipite pour être le meurtrier. Tu souris d'un air amusé. L'Inkimuer continue froidement. Tes vêtements sont en tissu grossier le moins cher. 1000 taels d'argent. Ce n'est pas une petite somme. Tu viens de dire que tu as fait tout ton possible pour réunir l'argent. Alors tu as dû réunir les 500 taels du rachat. Et les 500 autres? D'où viennent-ils? En entendant cela, le Lettréou est abasourdi. L'Inkimuer dit, le tueur n'est peut-être pas toi, mais les 3 autres. Ils t'ont donné 500 taels pour acheter ton silence. N'est-ce pas? En entendant l'Inkimuer dire cela, le Lettréou s'effondre au sol, l'air abattu, et dit, ce n'est en effet pas moi qui l'ai tué. Mais elle m'a trompé. L'Inkimuer hausse un sourcil. Le Lettréou rit de lui-même. Le fait que Qianxiang vende son art et non son corps, c'est faux. C'est une image de pureté qu'elle s'est construite. Quand des jeunes maîtres puissants et riches viennent au pavillon Yuansha, elle se glisse discrètement dans leur chambre et s'amuse beaucoup avec eux. Cette fois, j'ai apporté l'argent pour trouver Qianxiang, et je l'ai vu entrer dans cette chambre. Il dit avec sarcasme, c'est vrai? Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Mais 3 jeunes maîtres puissants et riches. Mais Qianxiang n'a pas été tué par une épingle à cheveux. J'ai vu de mes propres yeux qu'elle est morte sur le lit. Un jeune maître étranglait Qianxiang avec une corde de kin. Plus tard, Qianxiang est morte. J'étais juste devant la porte. J'ai tout vu. Un officier se dirige immédiatement vers la porte. Effectivement, il y a un trou dans le papier de la porte. Voyant cela, je suis entré en courant. Mais ces jeunes maîtres puissants? S'ils veulent tuer toute une famille, c'est facile. Ils m'ont donné 500 taels pour acheter mon silence et me faire tout avouer. Si je n'acceptais pas, ils tueraient toute ma famille. Les vêtements de Qianxiang? Ce sont eux qui les lui ont mis à la hâte. Et l'épingle à cheveux en or dans sa poitrine? Ce sont aussi eux qui l'ont planté. Le but était de me faciliter l'aveu du crime. Un officier fronce les sourcils. Ils t'ont demandé d'avouer. Et tu as avoué? Le Lettréou murmure, face aux puissants. Les gens ordinaires sont comme des fourmis. Si j'avoue, ma famille peut vivre. Si je n'avoue pas, ce crime me sera finalement imputé. Et alors, toute ma famille sera anéantie. Dites-moi, devrais-je avouer ou non? Vous êtes tous des fonctionnaires? Le pouvoir est terrifiant. Vous le savez sûrement mieux que moi. En entendant cela, tout le monde se tait. L'Inkimuer demande calmement, qui sont ces 3 personnes? Le visage du Lettréou
devient instantanément glacial. Le fils du vice-ministre de la Justice, Ma Hué, le fils du commandant adjoint de la garde impériale, et un riche jeune maître de la cité de Tianqi, de la famille Cui. Le quatrième jeune maître, Cui Zhao. En entendant ces trois noms, les deux officiers froncent légèrement les sourcils. Ce sont tous des puissants. Cependant, alors que tout le monde pense que l'affaire est close, L'Inquinuer reste calme. Se tourne soudainement vers toi et demande d'un ton neutre, « Qu'en penses-tu » Tu secoues la tête. C'est à moitié vrai, à moitié faux. Plein de failles. Par exemple, ta réponse surprend l'Inquinuer et pique sa curiosité. Tu montres la table. Premièrement, 5 chaises. 5 paires de baguettes. En supposant que les 3 autres occupent 3 places et Qianxiang une, il en reste une. Ce n'est pas comme si les 4 étaient de bonne humeur et l'avaient préparé pour le lettré Wu. N'est-ce pas? En entendant cela, L'Inquinuer hoche légèrement la tête, te regardant avec une nouvelle considération. Il semble que ce type ait quelque chose. Les 2 autres officiers, en t'entendant analyser, réalisent soudain. Le lettré Wu, au fond de ses yeux, montre une lueur d'inquiétude. Tu continues, observer attentivement 2 des 5 verres. On peut y voir de légères traces de rouge à lèvres. Si on exclut que les 2 verres aient été utilisés par Qianxiang, alors il y a une autre possibilité. Une autre femme était présente. L'officier s'approche immédiatement pour vérifier. Effectivement, il y a du rouge à lèvres sur 2 verres. Tu regardes le papier de la porte. Si on regarde de l'extérieur, on devrait percer le papier de l'extérieur vers l'intérieur. Mais les bords de ce papier sont tournés de l'intérieur vers l'extérieur. Il a clairement été percé de l'intérieur. Les 2 officiers s'approchent à nouveau pour vérifier. C'est bien ce que tu as dit. Ils ne peuvent s'empêcher de te respecter un peu. Le lettré Wu, lui, commence vraiment à avoir des sueurs froides. Il te fixe, sans dire un mot. L'Inquinuer demande, ce que tu as dit est juste. Alors, que penses-tu qu'il faille faire maintenant? Tu souris. Les paroles du lettré Wu sont à moitié vraies, à moitié fausses. À part Qianxiang, il y avait certainement une autre femme. Elle n'a pas pu se glisser dans la pièce comme Qianxiang, n'est-ce pas? À ce moment, la vieille maquerelle à côté dit d'une voix tremblante, c'est Cui. Les 3 jeunes maîtres avaient demandé. Cui. Elle est proche de Qianxiang. Mais ce que faisait Qianxiang? Je ne le savais pas. Normalement, elle ne prend pas l'initiative de recevoir des clients. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se glisse dans la chambre de quelqu'un d'autre. Les autres filles du pavillon peuvent en témoigner. Faites venir Cui. Un instant plus tard, une femme au visage pâle, l'air terrifié, entre dans la pièce. En voyant le corps de Qianxiang, ses yeux se détournent. Tu la fixes et dis. Raconte tout ce que tu sais. Mot pour mot. Puisqu'on t'a fait venir, tu devrais comprendre que certaines choses ne peuvent pas être cachées. Cui et prend une profonde inspiration pour calmer sa peur. Elle dit en tremblant, ce n'est pas moi qui ai tué Sœur Qianxiang. Ce sont ces 3-là. Les yeux de Cui et sont complexes. L'image de Sœur Qianxiang qui vend son art et non son corps est fausse. C'est une image créée pour éloigner les hommes sans
pouvoir ni argent, pour qu'il ne puisse que la regarder. De loin. Mais quand elle rencontre des jeunes maîtres puissants et riches, Sœur Kiangxiang prend l'initiative. Chaque fois que je reçois des invités de marque, elle me suit discrètement. En disant cela, elle jette un coup d'œil au lettré Wu et secoue la tête. Cette fois, ce n'est vraiment pas Wu qui a tué Sœur Kiangxiang, mais ces 3 jeunes maîtres. Grâce à Sœur Kiangxiang, je connais aussi le lettré Wu. Je pense que c'est un homme bien. Je ne voulais pas qu'il continue à être trompé par Sœur Kiangxiang. Cette fois, s'il est apparu au pavillon Yuansha, c'est parce que je l'ai invité au nom de Sœur Kiangxiang. Je voulais qu'il voie le vrai visage de Sœur Kiangxiang. Mais après la mort de Sœur Kiangxiang, le lettré Wu a été contraint d'endosser toute la responsabilité. Nous sortons, moi et les 3 autres, de l'affaire. Après avoir entendu les paroles de Cui, tout le monde se tait. Un officier regarde l'inquimuaire et salue, commandant Lin. Je pense que cette affaire est claire. Il suffit d'arrêter ces 3-là. En entendant cela, l'inquimuaire secoue la tête. Cette affaire n'est certainement pas aussi simple qu'il n'y paraît. Elle se tourne vers toi et te demande. Qu'en penses-tu? Bien sûr que non. Tu dis en souriant. Alors? Dis-nous. Dit l'inquimuaire. Calmement. Tu soupires. Cette femme essaie de m'utiliser. Tu dis, si tu veux, que je travaille pour toi comme un bœuf. Tu dois me laisser te monter. Voyant l'inquimuaire froncer les sourcils. Tu ris. On a beaucoup parlé, beaucoup analysé, mais on a oublié une chose cruciale. Tu regardes le corps de Kiangxiang et dis. Comment Kiangxiang est-elle morte exactement? La marque de strangulation sur son cou n'est pas mortelle. L'épingle à cheveux dans sa poitrine non plus. Alors, quelle est la véritable cause de la mort? Assez. Mots. Le cœur de Wu Shusheng est cuit et se serre. Le visage froid de l'inquimuaire montre une rare lueur de malice. Tu soupires intérieurement. Renarde rusée? Elle veut juste que tu dises la vérité à sa place. Les 2 officiers sont un peu mal à l'aise. Comment ont-ils pu ignorer une question aussi cruciale? Ils sont moins perspicaces qu'un jeune débauché. Tu regardes les gens aux expressions variées et secoues la tête. Ne me regardez pas comme ça. Ce jeune maître est un débauché? C'est vrai? Mais être un débauché ne veut pas dire être un bon à rien, ni ne pas comprendre les questions de base. Les 2 officiers se sentent visés, le visage embarrassé. Tu continues. Le corps de Kiangxiang dégage une odeur particulière. Ce jeune maître a fréquenté les maisons closes assez longtemps pour connaître certaines choses. Cette odeur est celle de la poudre de beauté parfumée. Et la beauté parfumée a des effets aphrodisiaques. Elle vient des régions de l'Ouest et est très rare. Utilisée normalement, elle n'est qu'aphrodisiaque. Mais si on y ajoute le parfum de la plante neige de rêve endormi, l'effet est décuplé, se transformant en un poison étrange, indétectable même par les aiguilles d'argent, qui provoque un arrêt cardiaque. En disant cela, tu pointes du doigt une plante blanche comme neige dans la pièce. C'est la neige de rêve endormi. Wu Shusheng cuit et tremble et manque de s'effondrer. Tu regardes Wu Shusheng avec intérêt. Quelle coïncidence! Tu as justement l'odeur de la beauté parfumée sur toi.
Et cette neige de rêve endormi? Tu te tournes ensuite vers Kui. Mademoiselle Kui. Qu'en pensez-vous? Kui et baisse la tête. Sans dire un mot. Cette plante? C'est Kui et qui l'a achetée à l'extérieur. Une fille à l'extérieur le dit. Immédiatement. Les jambes de Kui et flageolent. Elle manque de s'effondrer. Il faut dire que ces deux-là sont intelligents. Parce que lorsque les deux parfums se mélangent, l'effet ne dure qu'une demi-heure. C'est pourquoi les enquêteurs n'ont rien senti d'anormal. Quand tu as dit ça, les personnes présentes ont compris que les vrais coupables étaient Wu Shusheng et Kui. Quant aux 3 jeunes maîtres, ils ont été accusés à tort. Voyant la femme morte, ils ont cru que c'était de leur faute et ont forcé Wu Shusheng à endosser la responsabilité. Mais ils ne sont pas forcément innocents. Un officier regarde Wu Shusheng avec suspicion. Pourquoi as-tu accepté d'endosser la responsabilité pour ces 3-là? Ne me dis pas que c'était encore par peur qu'ils tuent ta famille. Bien sûr que non. Pensez-vous que cette affaire a été signalée à la division Tianquan par hasard? Dit Wu Shusheng. Avec un sourire étrange. L'Inquimuer. Voyant cela, dit calmement, mettez Wu Shusheng et Kui et en état d'arrestation. Je vais personnellement les escorter. Allez aussi arrêter Ma Hue et les 2 autres. Il y a quelque chose de louche dans cette affaire? Il faut enquêter plus en profondeur. Il faut dire que l'Inquimuer a des compétences pour être devenue commandante adjointe de la division Tianquan. Les autres partent arrêter les 3 suspects. L'un. Kinuer. Avec 2 officiers. Escorte personnellement Wu Shusheng et Kui. Toi. En sortant du pavillon Yuansha. Tu as l'air pensif. Cette affaire est loin d'être aussi simple qu'elle en a l'air. La beauté parfumée est une drogue si spéciale? Comment un pauvre lettré aurait-il pu l'acheter? De plus, 500 taels. Ce n'est pas une petite somme. Un pauvre ne pourrait jamais réunir cet argent de toute sa vie. Avec l'intelligence de l'Inquimuer, elle a sûrement aussi pensé à ça. C'est pourquoi elle a voulu escorter personnellement Wu Shusheng et Kui. À cette pensée, ton expression change. Pas bon. Tu prends un masque sur l'étal d'un vendeur de rue. Laisse une pièce d'argent. Prends une robe noire à côté et t'éloigne rapidement. Dans une ruelle, la neige vole. Un vent glacial souffle. L'Inquimuer s'arrête. La main sur la garde de son épée. La seconde suivante. 8 hommes masqués en noir apparaissent silencieusement sur les toits des 2 côtés. Les 2 extrémités de la ruelle sont bloquées par 8 autres hommes en noir. 16 experts du royaume Xuanwang. L'Inquimuer fronce les sourcils. Ces gens ne sont pas une menace. Mais il y a clairement des experts cachés dans l'ombre. Les 2 officiers, voyant cela, dégainent immédiatement leurs armes, regardant avec méfiance les gens autour. Tués. Sans un mot de plus, l'un des hommes en noir fait un signe de la main. Les 16 hommes se précipitent sur l'Inquimuer. Les lames froides scintillent. L'intention de tuer est palpable. Une lueur sombre brille dans les yeux de l'Inquimuer. Elle libère une aura du pic du royaume Jiazhuo. Son épée de 3 pieds sort de son fourreau. L'énergie de l'épée balaie les environs. Boum. Après une seule frappe, les 16 hommes en noir sont réduits en une brume de sang.
L'air se remplit instantanément de l'odeur de la mort. Soudain, une silhouette noire apparaît devant, tenant un long sabre sanglant. Elle saute et s'abat sur l'Inkimuair. Clang. Le son du métal retentit. Des éclats de glace volent. L'Inkimuair sent une force énorme la frapper. Elle est projetée à des dizaines de mètres. Un filet de sang s'échappe de ses lèvres. Commandant l'un. Les deux officiers, voyant l'Inkimuair être repoussé, sont choqués. L'Inkimuair, après avoir stabilisé sa posture, a l'air grave. Un expert du royaume Tuojiang. Stade intermédiaire. L'homme en noir ne perd pas de temps et frappe de nouveau l'Inkimuair. Une puissante énergie de sabre sanglante éclate, soulevant la neige comme une charge de cavalerie. Avec une pression terrifiante, fonçant sur l'Inkimuair. Le visage de l'Inkimuair se crispe. Elle sait qu'elle ne peut pas esquiver. Elle serre les dents, pince son fourreau avec ses doigts. L'épée vibre, et une énergie d'épée Xian de 10 mètres de long jaillit. Boum. Un grand bruit. L'énergie d'épée Xian et la puissante énergie de sabre se heurtent. Mais l'énergie d'épée Xian est instantanément brisée. La terrifiante énergie de sabre continue de dévorer l'Inkimuair. Elle crache une bouchée de sang. Le visage pâle. L'homme en noir ne laisse aucun répit à l'Inkimuair. Il faut battre le fer quand il est chaud. Profiter de la faiblesse de l'adversaire. Il fait un pas en avant et abat son sabre. Meurt. L'énergie de sabre, accompagnée d'une voix glaciale, tombe. Commandant l'un. Attention. Les deux officiers sont horrifiés. L'Inkimuair, regardant le sabre s'abattre, a les pupilles qui se contractent. Cette frappe a scellé le ciel et la terre. Si elle tombe, elle mourra. Mais au moment critique, chaud, une longue épée noire fend soudainement l'air. L'épée n'est pas dégainée, mais porte une énergie d'épée spirituelle, visant le cou de l'homme en noir. L'homme en noir réagit extrêmement vite et recule. Immédiatement. Boum. L'épée se plante dans le sol. Une puissante énergie d'épée se propage, comme une ondulation sur l'eau, faisant onduler la neige environnante. À 10 mètres de là se tient un homme en robe noire avec un masque de démon. L'homme en noir fronce les sourcils, serre son sabre sanglant, le regard acéré, et se précipite sur toi. En un instant, le sabre brille d'une lumière sanglante. L'énergie du sabre jaillit. Toi, voyant l'homme en noir attaqué, tu ne paniques pas. D'un coup de pied, l'épée, toujours dans son fourreau, fonce sur l'homme en noir. La protection de l'homme en noir est instantanément brisée. Voyant l'épée se diriger vers lui, il est choqué et esquive rapidement. Mais le fourreau frappe la lame, et la force puissante projette l'homme en noir à plus de 10 mètres. Tu t'avances, dégaines soudainement ton épée. Ton corps, tel un fantôme, passe à côté de l'homme en noir. Une puissante énergie d'épée spirituelle tranche le cou de l'homme en noir. La vitesse de l'épée laisse l'Inkimuair bouche bée. Elle n'a même pas vu comment tu as frappé. L'homme masqué en noir est déjà décapité. Sa tête vole haut dans les airs. Le sang jaillit. Un corps sans tête s'effondre lentement. La tête qui tombe au sol a encore les yeux grands ouverts. Après avoir réglé le problème, tu
Ne dis pas un mot et t'en vas. L'inquimuère, regardant ton dos, est un peu perdu. Qui est cette personne? Capable de tuer un expert du royaume Tuojiang. D'un seul coup d'épée. Et surtout, pourquoi ce dos lui semble-t-il si familier?